Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines choses que mes proches et moi aurions aimé savoir avant d'aménager au Canada. J'ai demandé à mes proches de me donner leur point de vue parce que je me suis dit qu'il y a probablement des choses qui ne m'ont pas choqué une fois que je suis arrivé, mais qui pourraient vous surprendre vous, puisque dans mon cas, moi, avant d'arriver, je m'étais beaucoup informé sur le pays. J'avais parcouru beaucoup de forums où je lisais les expériences d'autres personnes, mais c'était beaucoup plus des expériences d'occidentaux, c'est-à-dire de français et de personnes d'autres nationalités d'Europe. Il n'y a pas vraiment beaucoup de témoignages d'Africains. La première des choses que l'une de mes proches m'a dit, c'est que c'est important d'avoir une personne qui vit déjà dans le pays et qui va vous expliquer les réalités des choses et qui vous diront comment ça se passe réellement, puisque pour beaucoup, en fait, le Canada, c'est le paradis, mais une fois que tu arrives, tu te rends compte que ce n'est pas en réalité le cas. Dans son cas, par exemple, elle a des frères qui vivent déjà ici et même des sœurs. Elle était la dernière de sa famille à arriver, puisque même ceux qui sont nés après, elle vivait déjà dans le pays. Il lui avait déjà dit que les choses ne seraient pas faciles, mais elle me dit que quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte que c'était encore plus compliqué que ce qu'elle imaginait. Dans son cas, par exemple, elle était médecin au Cameroun, mais elle est venue faire des études en maîtrise. Et bien évidemment, il fallait se trouver un job. Et elle expliquait que justement, elle ressent beaucoup de frustration dans son job, puisque à son emploi étudiant, elle travaille dans le domaine hospitalier et que malgré ses diplômes de médecine qu'elle a obtenus à l'étranger, elle n'a même pas le même niveau comme préposé aux bénéficiaires. Le préposé aux bénéficiaires, c'est généralement la personne qui va par exemple s'occuper des personnes âgées, comme par exemple leur donner des médicaments ou les nettoyer. Juste pour dire que le préposé aux bénéficiaires, normalement, ne peut pas faire les mêmes tâches que l'infirmier auxiliaire, par exemple, parce que les programmes de préposés aux bénéficiaires sont généralement d'un an dans les collèges. Donc, pour dire que même avec son diplôme de médecin, elle n'est pas considérée à ce niveau-là. Et c'est quelque chose de vraiment frustrant pour elle. Et c'est quelque chose également qu'elle estime qui peut conduire certaines personnes à la dépression, puisqu'il n'y a pas que le cas des médecins. Pour beaucoup d'autres professions, en fait, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez étudié par le passé ne vous est pas vraiment utilisé. Il y a ces mythes-là où on se dit souvent que l'école est plus simple en Occident, peut-être parce que il y a moins de contenu inutile que nos programmes scolaires en Afrique. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que le système scolaire va très vite ici, c'est-à-dire que ça va à 100 à l'heure. Vous pouvez le demander à ceux qui étudient ici. Par exemple, le système scolaire canadien, c'est un système scolaire où on donne beaucoup de devoirs à faire à la maison. Et en plus de ça, les cours vont également très vite. Parce que parfois, je me rappelle que quand j'étais à l'école, parfois tu peux juste manquer le cours d'un enseignant pendant une journée. Et quand tu reviens le lendemain, en fait, tu as l'impression qu'on est complètement dans un autre monde. Donc, juste à cause de une session de cours que tu as manqué, quand tu reviens, tu as l'impression que c'est complètement un autre monde parce qu'on parle de choses que tu ne comprends même pas et tu as l'impression qu'on est sur une autre planète. Donc, une chose également à savoir, c'est que le système scolaire ici est très rapide. Il y a également beaucoup de rigueur dans l'enseignement. Et elle s'est également rendue compte que malgré toutes les longues études de médecine qu'elle avait fait en Afrique, une fois qu'elle est arrivée ici pour faire son programme de maîtrise, puisque son programme de maîtrise est également dans le domaine de la santé, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas. Quand on donnait par exemple les devoirs, elle avait également beaucoup de difficultés, par exemple, avec les méthodologies, choses qu'elle a dû réapprendre ici et elle était assez surprise d'avoir besoin de réapprendre ce genre de choses, puisqu'elle ne pensait pas que le déphasage allait être aussi grand. Et il faudrait également ne pas tomber dans le piège de l'argent, puisque beaucoup vont arriver ici en tant qu'étudiants, ils vont commencer à travailler l'argent et ils vont même oublier la raison pour laquelle ils sont ici, c'est-à-dire qu'initialement, ils vont oublier qu'ils sont venus au Canada pour leurs études. Et il y en a même qu'une fois qu'ils commencent à travailler le petit argent qui est ici, c'est-à-dire au salaire minimum, ils commencent à envoyer l'argent en Afrique. C'est une chose que je ne vous conseillerais pas. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas aider les personnes que vous avez laissées en Afrique. Je veux très souvent que vous gardiez à l'esprit que vous êtes venu au Canada pour étudier et même si vous n'envoyez pas de l'argent en Afrique pendant cette période-là, ces personnes-là vont continuer à vivre. Parce qu'il y en a parfois qui vont travailler plus de 20 heures. Bon, beaucoup travaillent plus de 20 heures, mais rien ne se passe pour eux. Mais je veux que vous sachiez quand même que c'est interdit. Donc, beaucoup vont travailler plus de 20 heures et vont négliger leurs études. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à rendre les devoirs en retard. Leurs notes vont commencer à diminuer. Cette histoire d'argent trouble également beaucoup de personnes qui n'ont pas eu à travailler par le passé. On dirait que le fait de commencer à travailler l'argent trouble parfois beaucoup de personnes. Elle me disait également qu'il ne faudrait pas que vous oubliez que vous êtes noir, puisque ça c'est un fait et le racisme existe toujours. Donc probablement vous allez être victime de racisme et puis comme je vous ai expliqué par le passé, le racisme est beaucoup plus discret ici. C'est pas très souvent que vous allez entendre des insultes racistes en fait qui vous seront proférées, mais parfois vous allez remarquer que des gens se comportent différemment avec vous comparativement à quand ils sont avec des personnes d'une autre couleur de peau. Et il faut également prendre en compte les différences culturelles. Puisque vous vivez dans un nouveau pays, vous devez également vous habituer à la culture de ce pays-là et vivre selon les lois de ces pays-là. Il y en a beaucoup en fait qui ont des mentalités misogynes, qui vont par exemple penser que
la place de la femme, c'est à la cuisine, avec tout ce qui englobe tout ça, et qui parfois, dans des espaces publics, vont parfois avoir ce genre de réflexion. Quand je dis que la place de la femme, c'est à la cuisine, ce n'est qu'un petit exemple, c'est-à-dire vous pouvez penser à toutes les pensées misogynes que certaines personnes ont souvent, mais qui vont se permettre de pouvoir tenir ça dans des espaces publics en pensant qu'ici, ils sont en Afrique. Si vous avez ce genre de mentalité-là et que vous osez parler de ce genre de choses parfois à votre emploi. Si jamais vous avez des collègues qui se sentent offusqués ou si jamais ce que vous avez dit est vraiment grave, vous pouvez carrément perdre votre emploi à cause de ça. C'est également pareil pour les personnes qui sont genre homophobes, transphobes et tout le reste. Et je ne suis pas en train de vous dire ça parce que je suis misogyne, parce que c'est bien le contraire. Moi, par exemple, je n'arrive pas à comprendre que dans certains pays de nos jours encore, des femmes puissent gagner moins que des hommes pour le même emploi qu'ils font. Et quand je vous prends également l'exemple de l'homophobie, de la transphobie, je ne suis rien de tout ça. Mais je veux juste vous dire que si jamais vous êtes l'une de ces choses-là, vous ferez mieux de garder vos points de vue dans votre ventre. Dans certaines autres entreprises, même si vous avez tenu des propos haineux, en fait, même sur les réseaux sociaux, et que l'un de vos collègues ou n'importe qui prend par exemple ça et rapporte ça à votre entreprise, vous pouvez également vous faire renvoyer pour ça. Donc, tenez compte des différences culturelles. Et ici, ça arrive que des femmes puissent faire des avances à des hommes. Et ça n'a rien de honteux ou ça n'a rien de bizarre. C'est juste comme ça que les choses sont ici. Tout comme pour les femmes, vous allez parfois remarquer que des gens ici sont beaucoup plus directs. C'est-à-dire que celui-là ne va pas prétendre qu'il veut le mariage avec toi, mais par exemple, si tu t'approches dans un bar, au fil de la conversation, il va directement te dire qu'il veut faire des choses, des conseils au moins de 18 ans avec toi. C'est pas forcément un manque de respect, mais les gens sont souvent beaucoup plus directs ici. Moi, de mon point de vue, c'est quelque chose que j'apprécie puisque ça permet de pouvoir gagner en temps. Donc, si tu ne recherches pas la même chose que quelqu'un, tu peux directement avancer. Pour ceux qui vont arriver au Canada parfois en tant que résidents permanents et qui ont déjà des diplômes qu'ils ont obtenus ailleurs ou qui avaient une expérience professionnelle, pour beaucoup d'entre vous, principalement ceux qui viennent des pays qu'on qualifie de pays du tiers-monde, ça peut parfois être compliqué pour vous de vous insérer professionnellement ici. Et ce que je vous conseillerais, c'est que si vous n'arrivez pas à trouver un emploi dans votre domaine d'études précis, vous pouvez aller faire un diplôme d'études spécialisé. Si jamais vous êtes francophone au Québec, il y a des diplômes d'études spécialisés. Normalement, c'est un diplôme que tu peux faire si tu as l'équivalent d'un baccalauréat canadien et ça dure juste 1 an la plupart du temps. Donc tu fais ça, comme ça tu auras un diplôme canadien et ce sera plus facile pour toi de pouvoir rechercher de l'emploi dans ton domaine. J'ai également une autre connaissance qui est d'Algérie, qui a des diplômes en comptabilité et qui a par exemple travaillé là-bas pendant plus de 10 ans avant d'arriver au Canada. Et bien quand il arrive au Canada, pour lui c'est vraiment difficile de pouvoir trouver un emploi, c'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à trouver une compagnie qui va vouloir l'embaucher en comptabilité malgré les 10 ans d'expérience qu'il a déjà eu par le passé. Parce que certains peuvent par exemple vous embaucher et peut-être vous apprendre quelques règles spécifiques qui sont au Canada, puisque c'est assez commun ici que quand tu décroches un emploi, on te réapprend comment ça se passe à l'emploi. Parfois, tu as même quelqu'un en fait de l'entreprise qui sera en quelque sorte ton mentor pour surveiller ton travail au minimum. Mais généralement, quand tu n'as pas de diplôme canadien et quand tu n'as pas d'expérience canadienne, c'est beaucoup plus compliqué pour toi de pouvoir trouver quelque chose en fait dans ton domaine d'études. Et généralement, pour ne pas tomber dans ce piège de petit boulot, parce que quand ça arrive parfois, pendant tout ce processus, tu n'arrives pas à trouver d'emploi, parfois les gens arrivent à se trouver des petits boulots en fait où ils peuvent payer les factures, où ils peuvent par exemple nourrir la famille s'ils ont une famille. Mais je vous dirais que ne restez pas trop longtemps dans cet engrenage-là, sinon vous allez finir par vous habituer et vous allez continuer à enchaîner les petits boulots après petits boulots, où vous allez commencer à faire des périodes de travail de 60 heures, de 80 heures, où au final vous allez se chercher à nourrir votre famille et vous allez vous contenter du minimum. Je pense que quand on est dans cette situation-là, au début, c'est essayer de s'en sortir le plus rapidement possible. Moi, je ne suis pas trop dans cette idée-là de beaucoup travailler, c'est-à-dire travailler 60 heures, travailler 80 heures, parce que j'aime me donner le temps de pouvoir rêver, j'aime me donner le temps de pouvoir penser à autre chose. Dans mon emploi actuel, ça m'est arrivé de faire des heures supplémentaires par le passé, c'est-à-dire il y avait par exemple une période d'1 mois et demi où je faisais des heures supplémentaires et je me suis rendu compte que pendant cette période-là, en fait, ma vie s'est limitée à travailler, aller à la salle de sport et dormir. Et j'ai également réalisé que je n'avais plus vraiment le temps de rêver, je n'avais plus vraiment le temps de penser à ce que je veux faire de ma vie plus tard, puisque comme je vous expliquais dans l'une de mes précédentes vidéos, moi je ne me vois pas vraiment travailler 40 ans, attendre 65 ans pour partir à la retraite. Mais je pense que quand on voit des choses en grand pour soi-même, rêver c'est très souvent important et c'est également important de se donner le temps et l'espace en fait de pouvoir penser à d'autres choses, puisque au départ ce ne sont que des rêves qu'on a et après il faut commencer à poser des actions pour que ces rêves puissent commencer à se concrétiser. Le deuxième point dont j'aimerais qu'on parle, c'est le fait que beaucoup ne s'intéressent généralement pour le programme d'immigration
l'immigration. Donc, quand certains sont ici, quand ils ont commencé à faire les études, pour eux, ils se disent que l'immigration, c'est loin derrière eux dans le passé. Je vous dirais que ce n'est pas le cas. À la fin de vos études, vous allez généralement avoir deux choix à faire. C'est soit rester dans la province dans laquelle vous avez étudié, ou par exemple partir dans une autre province pour chercher un emploi. Dans mon cas, j'ai choisi de rester dans la province dans laquelle j'avais étudié parce qu'il y avait certains avantages qui allaient s'offrir à moi. Bon, mais également, je n'ai pas eu vraiment de difficultés à trouver l'emploi parce que l'emploi dans lequel je suis, je l'ai eu environ 2 semaines après avoir été diplômé. Mais dans mon cas, je savais déjà que j'allais rester dans la province dans laquelle je suis, puisque je savais même déjà comment est-ce que j'allais faire pour obtenir la résidence permanente de façon très rapide si jamais j'en avais besoin. Et c'est un choix important à faire parce qu'il y a beaucoup parfois qui vont te dire que après mes études, par exemple, je n'arrive pas à trouver un emploi dans mon domaine, dans la province où j'ai étudié, mais j'ai envie d'obtenir la résidence permanente. Ou qui parfois restent dans la province dans laquelle ils ont étudié, par exemple, pour 7, 8, 9 mois, n'arrivent pas à obtenir la résidence permanente et en quelque sorte, ils deviennent frustrés de ne pas être en train de travailler dans ce dans quoi ils ont étudié. Par exemple, après 9 mois, décider de changer de province pour aller recommencer tout, par exemple, dans une autre province. Et ça a été le cas de l'une de mes connaissances qui, après nos études, a choisi de commencer à travailler hors de son domaine pour un employeur qui devait lui donner la résidence permanente de façon plus rapide. Et bien, un mois avant qu'il ne commence les démarches avec cet employeur-là, il a choisi de quitter la province pour aller dans une autre province pour pouvoir recommencer. Et même l'expérience qu'il a obtenue au Nouveau-Brunswick ne pouvait pas être reconnue parce qu'avec cet employeur-là qui devait l'aider à obtenir la résidence permanente plus rapidement, l'emploi qu'il faisait était un emploi de catégorie C. Alors que dans la nouvelle province, il prévoit de passer par un autre programme qui requiert un emploi de catégorie B. Donc, c'est un peu comme s'il avait perdu presque 6 mois de son permis de travail post-diplôme, ce qui diminue en quelque sorte ses chances d'obtenir la résidence permanente avant que son permis de travail post-diplôme n'expire. Et par le passé également, quand je voyais des anciens diplômés de mon école, je leur posais souvent la question à quel niveau en êtes-vous avec vos démarches de résidence permanente? Et beaucoup qui avaient été diplômés 2 ans auparavant me répondaient qu'ils n'avaient même pas encore déposé le diplôme de résidence permanente. Et moi, j'étais assez surpris puisque je me disais que ce n'est pas quelque chose de si compliqué que ça à faire. Et en discutant avec certains, je te rendais compte qu'une fois qu'ils ont été diplômés, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Parce que l'un, par exemple, qui avait été diplômé depuis 2 ans, pendant 1 an, il a fait un emploi de catégorie C où il travaillait en quelque sorte comme Customer Experience. Je pense que c'est service à la clientèle en français. Et l'employeur avec lequel il était pendant ces 1 an-là n'allait même pas lui permettre d'obtenir la résidence permanente. Et en plus, l'emploi de service à la clientèle ne qualifie même pas pour l'entrée express puisque c'est un emploi de catégorie C. Donc c'est un peu comme s'il a perdu 1 année de sa vie après être diplômé à ne rien faire d'important. Rien fait qui allait l'aider à obtenir la résidence permanente plus rapidement. Et je ne sais même pas si à ce moment-là, lui-même, il se rendait compte de ça. Et c'est justement ce genre de personnes qui vont parfois essayer de vous faire croire que la vie est compliquée au Canada, les démarches d'immigration sont compliquées. Obtenir la résidence permanente n'est pas facile, mais en même temps, ce n'est pas non plus compliqué. Il faut juste savoir ce qu'on fait, placer les cartes de la bonne façon pour arriver où est-ce qu'on a envie d'arriver au final. Connaître les procédures d'immigration est d'autant plus important parce que ce matin encore, je regardais une vidéo d'une youtubeuse que j'aime bien, qui fait également des vidéos sur le Canada, et où elle expliquait qu'au moment où elle a été diplômée, elle a fait 2 programmes de 1 an chacun, et quand elle a demandé son permis de travail post-diplôme, ils lui ont donné un permis de travail post-diplôme de 1 an, et qu'ils lui ont donné ce permis de travail post-diplôme de 1 an en prétendant qu'elle n'avait que fait un programme d'1 an. Et elle a dû recontacter l'immigration pour leur faire comprendre que je vous ai dit que j'avais fait 2 programmes de 1 an, je vous ai envoyé les preuves par rapport à ça, et elle leur a envoyé justement le passage qui était sur leur site par rapport à ça et la loi qui le mentionnait en leur disant que en ayant fait ce que j'ai fait, j'ai normalement droit à un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Si c'était une personne qui ne connaissait pas les règles d'immigration, cette personne aurait juste pu se contenter de cette réponse-là. Et je pense que son avenir au Canada aurait été plus difficile. Puisque j'ai déjà fait des vidéos par le passé où je vous expliquais ce qui se passe quand tu n'as que fait un programme d'études d'1 an. Le troisième point que j'aimerais qu'on aborde est la maîtrise de l'anglais. Quand je vois en fait les pays qui me suivent, je vois qu'on a beaucoup plus. Je vois qu'on a plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont d'Afrique subsaharienne francophone. Et je sais que dans beaucoup de ces pays-là, la langue officielle, c'est le français et que l'enseignement n'est pas vraiment mis sur l'anglais. Et une chose que je vais vous dire, c'est que au lieu de parfois m'envoyer des messages pour, par exemple, me demander est-ce que c'est possible de trouver un job étudiant au Nouveau-Brunswick si on ne parle pas anglais, nous sommes par exemple encore au mois de décembre et votre rentrée est en septembre. Au lieu de m'envoyer ce genre de questions, je pense plutôt que vous devriez commencer à partir faire des cours d'anglais, puisque comme je vous ai déjà mentionné dans une autre vidéo, c'est vraiment un handicap de ne pas parler anglais au Canada. Certes, on a le Québec qui est francophone, ou on a le Nouveau-Brunswick qui est une province bilingue, mais je vous dirais que même au Québec, vous allez certes pouvoir trouver un emploi dans le domaine dans lequel vous avez étudié après vos études, mais si vous n'êtes pas bilingue, ça pourrait être très compliqué pour vous
de pouvoir grimper les échelons dans la société dans laquelle vous allez être. Et pour beaucoup même, l'anglais n'est pas vraiment négociable. C'est-à-dire pour ceux qui veulent par exemple être ingénieurs, parfois vous allez postuler dans des compagnies et vous allez voir qu'ils mentionnent que la maîtrise de l'anglais est importante parce que beaucoup de documents sont en anglais. Pareil pour ceux qui veulent faire la finance, c'est-à-dire apprendre l'anglais c'est un investissement et ce n'est pas qu'au Canada parce que ne vous dites pas que je pourrais aller dépenser beaucoup d'argent maintenant pour étudier l'anglais et après je pourrais même pas avoir mon visa pour le Canada. Parce que je peux vous donner l'exemple d'un ami que j'ai en France qui lui a étudié la finance pour trouver son stage de fin d'études. La plupart des entretiens qu'il passait étaient en anglais. En France, où on ne parle que français, les entretiens qu'il passait pour son stage de fin d'études n'étaient qu'en anglais. Et même au niveau des jobs étudiants, ceux qui sont bilingues, qui parlent français et anglais, auront généralement plus de facilité à pouvoir trouver des jobs étudiants ou parfois ils auront même des jobs étudiants qui sont payés bien mieux que ceux qui ne parlent que français. Et je vous conseille également de commencer à faire des cours d'anglais dans votre pays parce que j'ai eu à regarder les prix des cours d'anglais dans mon pays et j'ai eu à regarder les prix des cours d'anglais au Canada et je vous dirais que généralement dans les écoles privées ici, si vous voulez pouvoir faire des cours d'anglais, ça vous coûtera environ 4 à 5 fois plus cher. Parce que ce matin, j'étais encore en train de regarder certains sites pour pouvoir apprendre l'anglais et je regardais qu'ils facturaient parfois un mois de cours d'anglais intensif à environ 2000 $. Donc, si jamais vous voulez le faire ici, parce que beaucoup vont se dire que je vais arriver au Canada, je serai immergé dans un environnement anglophone et c'est comme ça que je vais apprendre l'anglais. Et je vous dirais que c'est du n'importe quoi. Parce que même mon cousin qui venait d'arriver là, il avait l'habitude de dire ça quand je lui demandais de partir faire des cours d'anglais. Il a pris ça à la légère. Et maintenant qu'il est là, il m'a dit il y a de cela 2 semaines que Kevin, tu avais raison. J'aurais dû t'écouter. Mais que quand on est en Afrique et que vous nous parlez en fait, on a toujours l'impression qu'on maîtrise la situation. Lui-même me confirme ça, que s'il pouvait repartir en arrière, en fait, il se serait mis à l'anglais pour pouvoir au moins avoir un certain niveau avant d'arriver ici. Une chose que vous ne réalisez même pas, c'est que même si vous avez les moyens de pouvoir payer ces cours d'anglais-là à un certain niveau, c'est que ces cours d'anglais-là ne sont pas aussi flexibles en Afrique où parfois vous avez des cours, par exemple, je ne sais pas moi, de 18h à 20h ou de 20h à 22h. Ici, les choses ferment très souvent aux alentours de 16h ou 17h. Donc, si vous avez un emploi normal, ce ne sera même pas évident pour vous de pouvoir trouver le centre, en fait, où vous allez pouvoir faire des cours à l'heure qui vous arrange, même si vous avez l'argent. Et pour beaucoup d'entre vous qui seraient étudiants ici, je vous dirais que vous n'allez même pas avoir le temps de pouvoir tourner un peu la tête pour apprendre l'anglais parce que vous allez avoir l'école à gérer. Et je vous ai dit qu'ici à l'école, on donne beaucoup de devoirs. Et parfois, après même les cours, vous allez devoir courir à votre emploi étudiant. Donc, vous allez être assez épuisé pour pouvoir tourner la tête. Donc, si vous n'êtes pas encore au Canada, je pense que c'est le temps parfait pour pouvoir vous mettre à l'apprentissage de l'anglais. Vous pouvez également demander à certains de vos proches quelle est leur expérience ici par rapport à ça et leur demander s'ils pensent que c'est évident de trouver un emploi si jamais on ne maîtrise pas l'anglais. Le quatrième point dont je veux parler, j'ai eu l'idée justement en partant chez le coiffeur. Est-ce que vous savez que pour pouvoir faire un dégradé sur mes cheveux, dégradé sur les cheveux en fait, c'est juste que on a taillé mes cheveux et puis on a un peu rasé les bords comme vous voyez là, c'est-à-dire que les bords de mes cheveux sont un peu rasés. Et bien cette petite coiffure, c'est-à-dire ma tête-ci, ça m'a coûté 28 $ à faire. Donc au Nouveau-Brunswick par exemple, pour aller se faire coiffer et juste girer en fait la tête, ça coûte environ 28 $ la plupart du temps. Si tu veux qu'on puisse raser ta barbe, tu vas devoir payer un montant supplémentaire. Je pense que si je voulais raser ma barbe, en fait, j'allais devoir payer environ 35 $ sans taxe. Et la taxe, c'est environ 14%, donc vous pouvez faire le calcul vous-même. Donc, je pense que ça allait revenir à environ 39 $ si je voulais également qu'il touche ma barbe. Et toucher la barbe, ça ne veut pas dire qu'il fait forcément quelque chose de spécial. C'est juste qu'il prenne sa tondeuse. Si tu veux qu'il enlève ta barbe, il rase juste toute ta barbe. Si tu veux qu'il fasse une coupe particulière, il va faire la coupe particulière. Mais juste pour dire que tu as par exemple choisi le forfait de 28 $, il va juste toucher à ta tête. Et peu importe ce que tu as ici, peu importe à quoi ta barbe ressemble, en fait, ton coiffeur ne touchera pas. Donc ça également, c'est une bonne astuce. Pour ceux par exemple qui ont certains talents en coiffure, une fois que vous allez arriver ici, vous pouvez par exemple avoir votre petite tondeuse où vous allez souvent raser vos camarades, coiffer vos camarades de classe pour un certain petit montant. Pour ouvrir son salon de coiffure ici, il faut également partir à l'école pour ça, faire une certaine formation, avoir un certain diplôme qui vous permettra de pouvoir faire ça. Mais si c'est un talent que vous avez, ça vous permettra de pouvoir économiser beaucoup d'argent, puisque imaginez par exemple, pour faire les contours, je pense que c'est environ 15 $ chez le coiffeur chez qui je suis parti. Donc dans mon cas, j'ai par exemple besoin de faire les contours 2 fois par semaine, mais généralement je le fais moi-même, c'est-à-dire que je ne suis pas chez le coiffeur à chaque fois. Donc je fais mes contours moi-même. Donc imaginez que vous ne savez pas comment faire pour arrêter une tondeuse. Si tu dois faire tes contours 2 fois par semaine, ça fait 30 $ par mois. Et c'est une période de
un an, de 12 mois, ça fait environ $360. Et si tu veux te raser les cheveux, tu peux imaginer combien ça va faire. Tu peux toujours faire le calcul par toi-même, basé sur ce que je t'ai dit précédemment. C'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de partager à ceux que ça pourrait aider. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!